Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Ça y est, on voit un petit peu le bout du tunnel. Aujourd'hui, je vous propose un atelier JDR dans lequel je vais vous montrer, en gros, on pourrait appeler une sorte de modèle mental, de dispositif, de philosophie de jeu à laquelle je m'attelle depuis un moment. Je tourne autour du pot. Dans mes dernières vidéos, j'en ai parlé. Et là, je commence à voir un truc, notamment grâce à l'aide d'un bouquin qui s'appelle le guide du maître du jeu pour le jeu de rôle proactif, le role-playing proactif. Donc, je vais pas vous montrer le bouquin. Ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt vous montrer une sorte de schéma que j'ai construit pour me créer une sorte de modèle mental qui correspond à la manière dont j'ai envie de jouer, que j'ai enfin à peu près réussi à formaliser. Après beaucoup de discussions, après beaucoup de réflexion et de faux départs, genre des campagnes, je les démarre et au bout de 2 secondes, je me dis mais il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas ça qui m'amuse dans le jeu de rôle. J'ai commencé à mettre en place une sorte de modèle mental. Donc qu'est-ce que j'appelle un modèle mental? Grosso modo, c'est un logiciel avec lequel on va réfléchir. Parce qu'en gros, je peux faire du jeu de rôle par défaut, genre tout le monde a une manière, je dirais, par défaut à un instant T de jouer, qui peut évoluer cette manière par défaut, mais une manière de jouer sans réfléchir plus que ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On a tous un peu des automatismes, genre des manières de réagir à des situations, etc., etc., et ça ne s'applique pas qu'au jeu de rôle. Et en gros, en faisant un modèle mental, en modélisant, en visualisant ce que j'ai envie de faire, j'espère obtenir autre chose de mes parties de jeu de rôle. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire jouer pour voir ce qui va se passer avec des joueurs qui sont proactifs, mais vous pourriez chercher à vous faire une sorte de modèle mental pour d'autres manières de jouer. Et en fait, ce modèle, il peut évoluer, on change des petites subtilités à droite à gauche, ou on peut carrément en faire un tout nouveau. Par exemple, quand je jouais la Shadow March, le modèle mental que j'avais envie de suivre et que je suis content d'avoir réussi à suivre, c'était on va jouer dans un immense monde ultra préparé et on va l'explorer. Et il fallait que je trouve la manière de concevoir ce truc. Et là, j'ai envie de réduire ma prep. J'ai envie que les joueurs, plus rapidement, ils se mettent à prendre des décisions plutôt que de jouer en réaction. Ce qui, comme c'est très bien dit dans le bouquin dont je vous ai parlé, la proactive role-playing, est présenté comme le modèle qu'on suit la plupart du temps. Parce qu'il y a beaucoup de nos histoires qu'on regarde qui sont écrites où en fait finalement le héros défend le statu quo et est en réaction aux méchants, quoi. Et donc quand on joue comme ça en réaction aux méchants, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va créer une sorte de background avec tous les trucs que notre personnage il aime bien, blablabla, qui c'est mon personnage, nanana. Et le MJ va venir foutre le boxon dans le quotidien de mon personnage. Et moi, ce qui est attendu de moi, c'est que je réagisse et que je m'intéresse à ce méchant ou à cette intrigue ou au mystère ou au truc et que je suive ça. Et en fait, moi, en ce moment, j'ai pas du tout envie de jouer comme ça. Et donc, il me fallait un autre modèle mental. Et en fait, l'un des gros avantages de ce modèle mental, bon, déjà, c'est que je peux l'étudier comme un objet d'étude externe plutôt que de tout le temps réfléchir à mais comment ça se fait, etc. Et aussi, en fait, je peux en faire un outil qui, je pense, est applicable. Et en l'occurrence, le truc que je vais vous montrer, c'est un peu l'essence du bouquin que je viens de lire, avec quelques modifications de mes idées, mais je ne dois pas tout à mes réflexions de ces dernières semaines. Justement, avoir regardé ce bouquin, ça m'a un peu fait des petits déclics et mettre toutes les idées, les attentes que j'avais dans la tête et qui se disputaient et je ne savais pas comment les prioriser, dans une sorte de processus qui va aider à avoir des personnages, ou plutôt des joueurs plus proactifs dans la campagne. Et l'avantage aussi de ça, c'est qu'une fois que c'est quelque chose qui est visuel, c'est plus facile de le présenter à mes joueurs et de leur donner en fait les moyens d'accomplir ça, plutôt que de juste leur partager une philosophie globale beaucoup plus difficile à suivre. Là, il y a un peu une procédure à suivre. Donc je vais vous montrer. Dans mes vidéos précédentes, vous l'avez compris, le cœur de la philosophie, c'est de jouer pour voir ce qui va se passer. Et voilà comment on pourrait plus ou moins le résumer. Donc ça, c'est vraiment le cœur du truc. Le cœur de la philosophie de jeu proactive, c'est que les joueurs déterminent les objectifs que leurs personnages veulent poursuivre dans le monde du jeu, et que c'est ça le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire, c'est les objectifs des personnages déterminés par les joueurs. Objectifs réalisables dans le monde du jeu. Donc déjà, on n'est pas dans l'idée de dire aux joueurs, créez tous des personnages avec des objectifs, etc. et on y va. Non, c'est des objectifs qui sont réalisables dans le monde du jeu. Ça, c'est assez important. Donc, il y a quand même un monde avant toute chose. Un ton sur lequel on s'accorde, etc., etc. Le but, c'est pas d'être en mode prestataire de service, genre, alors, vous voulez faire quoi? Et de demander à chacun ce qu'il veut et d'essayer de combiner les attentes de tout le monde. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de demander aux joueurs de choisir des objectifs pour leur personnage. On va beaucoup dire objectifs dans cette vidéo. L'objectif, c'est de demander aux joueurs de choisir les objectifs que leurs personnages veulent poursuivre dans le monde dans lequel on a décidé de jouer. Voilà. Vous allez voir, comme ça, sur le papier, c'est basique, mais en vrai, dans la tête, c'est beaucoup plus compliqué quand on est à la table et qu'on essaie de faire des trucs. On repart. Le naturel revient souvent au galop. Donc en fait, pour pouvoir
justement ne pas jouer par défaut, il faut bien comprendre ce dont on parle. Donc ces objectifs vont former la substance du jeu. Ils peuvent changer au fil de la partie. C'est un moteur, ce n'est pas une... En soi, c'est pas vraiment une mécanique de jeu à proprement parler, c'est ce qui va donner l'impulsion. Ce qui va faire avancer le schmilblick. On n'est pas obligé de rester accroché comme un malade à ses objectifs, parce qu'en fait, on veut que ces objectifs, on les accomplisse et que ça fasse avancer l'histoire et qu'on s'en fixe des nouveaux. Donc ces objectifs forment la substance du jeu et peuvent changer au fil de la partie, alors que leurs personnages les accomplissent ou échouent à les accomplir. Ils en forment alors de nouveaux en réponse aux changements dans le monde du jeu et aux changements de leurs personnages, parce que comme leurs choix vont avoir des impacts comme dans n'importe quelle partie de jeu de rôle, a priori, peut-être pas n'importe quelle partie de jeu de rôle, tiens, mais comme leurs choix vont avoir des impacts, ça va changer le monde et donc bah, forcément ça va les amener à reconsidérer le truc, à devoir se fixer de nouveaux objectifs, surtout s'ils échouent. Typiquement, exemple classico del Madrido, le PJ veut retrouver un PNJ qu'il a perdu et le ramener chez lui. S'il parvient pas à ramener le PNJ chez lui parce que le PNJ il veut pas, ou le PNJ il est mort, ou le PNJ il a changé, bah ensuite son objectif ça va peut-être être de convaincre ce PNJ de revenir ou de venger ce PNJ qui est mort, ou admettons ce PNJ c'était l'âme sœur du PJ, je dis n'importe quoi, bah de trouver une nouvelle âme sœur parce que justement le PJ il cherche à avoir une âme sœur, il cherche l'amour, il cherche une forte amitié, etc. Et donc, par exemple, son nouvel objectif, ça peut être de trouver quelqu'un. Tu vois, genre, voilà. Donc, vous avez compris. Et du coup, le rôle du MJ, c'est de faciliter la poursuite de ses objectifs en plaçant des obstacles et des challenges sur la route et en récompensant les PJ lorsqu'ils accomplissent leurs objectifs. Donc, par facilité, attention, on n'entend pas que le MJ, il fait du fanservice et il donne exactement aux PJ ce qu'ils veulent et que ça fonctionne à tous les coups. Parce que justement, en gros, le MJ, quand on dit il facilite la poursuite de ses objectifs, c'est qu'il va en partie s'appuyer sur les objectifs émis par les PJ pour orienter sa préparation. Donc ça, c'est un peu un changement par rapport à la Shadow March. Dans la Shadow March, il y avait plein de trucs. En plus, en fait, il y avait tout un monde big. Et du coup, la philosophie, c'était plutôt les joueurs, en voyant les trucs dans le monde et tout, se fixent des objectifs. Il y a un petit changement de paradigme. On va quand même, et je pense que ça va économiser de la prep, c'est plus réaliste. D'un côté, je trouve ça ça remplit moins mon fantasme de world building, vous voyez. Et c'est pas grave parce que ça l'annihile pas complètement, on va voir ça plus tard. Moi, ce que je kiffais dans la Shadow March, c'était justement créer un méga monde et laisser les joueurs l'explorer et se fixer leurs objectifs dans ce monde. Donc en fait, il y avait énormément de préparation en amont, de plein de factions, vraiment en très très grande quantité, une grande complexité, et de voir les joueurs évoluer là-dedans. Avec cette phrase, le MJ facilite la poursuite de ses objectifs, on remet au centre de la préparation ce qui va être nécessaire à l'accomplissement des objectifs des PJ, à la création de conflits autour de l'accomplissement de ces objectifs, c'est-à-dire leur créer des adversaires, des challenges, etc. etc. C'est pas faciliter en mode je te le donne tout cuit. Au contraire, c'est rendre ça intéressant en complexifiant la situation, en mettant de l'adversité. Du coup, la différence par rapport à d'autres philosophies de jeu, potentiellement, ça peut être qu'il ne s'agit pas, par exemple, de découvrir le grand mystère de la campagne, genre typiquement les campagnes de Cthulhu, ou les one-shots de Cthulhu, où en fait on sait d'avance qu'on est là pour résoudre le mystère prévu par le MJ, et donc au lieu de se fixer des objectifs, en fait finalement notre objectif il est prédéterminé, et on s'accorde tous à suivre cet objectif, et on joue le truc du mystère, quoi. Et on va voir que ça change d'autres trucs après. Il ne s'agit pas non plus de contrer la grande menace, ce qui peut être par exemple le truc un peu plot réactif de beaucoup de campagnes, je dirais de fantasy, ou de trucs héroïques, etc., où en fait nos PJ, ils doivent battre le grand méchant prévu par le MJ. C'est ça le moteur de la campagne. Il ne s'agit pas non plus de juste interpréter, faire de l'acting. C'est pas ça l'objectif qui est poursuivi. On veut que les PJ soient proactifs, donc qu'ils aient des objectifs à accomplir et qu'ils s'en donnent les moyens. Et bien sûr, ils vont pouvoir, ils vont roleplay, ils vont jouer leur personnage en fonction de la manière dont ils ont défini ces personnages. Potentiellement, ils vont magnifier un petit peu les scènes en faisant de l'interprétation et tout. Mais le but, c'est pas juste, on va dire, de faire une sorte d'exercice de théâtre d'improvisation. Il ne s'agit pas non plus de créer une histoire ensemble en position d'auteur. Il ne s'agit pas ici de dire chacun notre tour, en fait, on va raconter l'histoire, on va tous faire émerger des trucs et tout. Non, on choisit des objectifs, ensuite on les poursuit. Le moteur, c'est de poursuivre ces objectifs et avec les règles, avec tout ce qui va se passer, les aléas, les choix qui vont être pris, on va découvrir ensemble l'histoire. Le but, c'est pas d'écrire l'objectif pour ensuite, soit que le MJ, encore une fois, il te le donne tout cuit, soit toi, tu fasses du world building en jouant, quoi. Et que le but, ce soit juste de faire l'histoire
la plus satisfaisante ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas du tout ce que je recherche. D'ailleurs, ça ne l'a jamais trop été, mais c'est un truc que certains recherchent. Donc voilà, moi je vois une grosse différence. Donc le setup, voilà. Comment on va faire en fait? Parce que c'est bien d'avoir une philosophie. Maintenant, grâce au bouquin dont je parlais, et j'ai ajouté quelques petits condiments et assaisonnements, mais ce sera plutôt vers la fin, j'ai une procédure plus ou moins à suivre. Là, la procédure que je vais vous montrer, elle est quasi non altérée. Je crois que c'est vraiment un peu le centre du truc du bouquin. D'abord, on va choisir le setting. Donc, on va choisir un ton, les règles de base de l'univers. Donc, par exemple, je sais pas, on va dire, on est dans un univers ambiance The Witcher. Il y a des monstres dans la pampa. Il y a des rois et des reines qui font des intrigues politiques. Il y a une guerre, enfin, il y a des potentielles guerres entre factions, etc. La magie est chaotique. Tout ça. Ensuite, on va décider du genre de personnage qu'on va jouer. Ça, déjà, je pense que rien que le fait d'être dans l'idée dès le départ de se dire on va être proactif et se fixer des objectifs, ça invite à jouer un certain type de personnage. A priori, des personnages qui n'ont pas peur de se mouiller. Et si on décide, par exemple, qu'on va jouer Pépère le boulanger, qui va finir par bouger son derche, on sait déjà dans notre préparation que Pépère le boulanger, il a prévu des objectifs pour son personnage, et que donc c'est pas le MJ qui va venir le chercher, attaquer sa boulangerie. Ah, le moulin a pris feu, qu'est-ce que tu vas faire, Pépère le boulanger? Non, Pépère le boulanger, même si on veut se faire une petite scène d'intro ou je sais pas quoi pour se mettre dans l'ambiance blablabla, il est en mode on va jouer une partie où je vais être proactif. Donc il ne crée pas juste je suis Pépère le boulanger, j'attends. On décide du genre de personnage qu'on va jouer et on établit comment créer les persos, les détails, etc. Alors, quand on choisit son setting, il y a plusieurs options. On pourrait créer le monde ensemble. Moi, c'est pas mon option préférée parce que ça nous remet dans cette position d'auteur, mais en réalité, là, je dirais que c'est un peu un mix, quoi. Moi, ce que je ferais, personnellement, c'est que j'établirais des vérités. J'essaierais de poser l'ambiance de l'univers. J'aurais déjà réfléchi à des factions un petit peu en fond et tout, mais je les présenterais pas aux joueurs. En fait, je leur mettrais pas l'univers. En fait, tout ça, ce serait des potentiels. Genre, je pourrais m'amuser en amont de la campagne à choisir des monstres que je trouve stylés, à choisir des factions que je trouve stylées et tout, mais je leur ferai pas du tout de présentation de world building. J'essaierai justement d'établir le ton, un petit peu le genre de truc qui se passe dans cet univers, tout ça, de les formuler en forme de vérité à la manière de ce qu'on peut faire dans un jeu comme Ironthorn, et de présenter ça au PJ, des sortes de vérités. Éventuellement, il peut y avoir, un ou deux événements de l'histoire, du setting, tout ça, mais tout le reste, je le garde relativement souple. Ensuite, je passerai à l'étape, on crée les objectifs qu'on va voir juste après. Donc ça serait une légère modification du processus. J'attendrai de voir les objectifs des PJ. Éventuellement, au travers de la création de leurs objectifs, ils pourraient avoir envie un peu d'un genre de faction, envie d'un monstre qui justifie leur objectif. Par exemple, je veux tuer le vampire qui a tué ma famille. Bon, bah moi, j'avais pas forcément pensé qu'il y avait des vampires. Soit je lui dis, il n'y a pas de vampire. Soit je lui dis, ok, pourquoi pas un vampire et tout. Et je vais le rattacher à mes vérités, à ce que moi j'avais en tête. Je vais pas laisser le joueur complètement créer un bout de l'univers. Parce que sinon, ça va faire que, pour moi, on va plus vraiment jouer pour voir ce qui va se passer. Ça va me mettre, en tant que MJ, dans une position de je dois magnifier l'idée du joueur. C'est une option. Et dans ce cas-là, je suis toujours en mode, en fait, mon but maintenant, c'est de faire du fan service. Ou alors, pour être sûr de ne pas me planter sur ce fan service, je laisse le joueur inventer le vampire, inventer des trucs sur les vampires, etc., etc. Et du coup, pareil, lui, il est plus vraiment en train de jouer pour voir ce qui va se passer. Et donc, c'est plus vraiment la philosophie que je recherche. Bref, j'enlèverai créer le monde ensemble, mais qui est une option. Je n'avais pas envie de l'occulter. Je dirais, j'établis des vérités. Je reprends à ma sauce un peu. J'écris vraiment ce que je dis. Je reprends à ma sauce un peu dit par les PJ. Et ensuite, moi, je peux préparer autant que je veux, de la manière que je veux. Enfin, quoi que... Je pense que... Ouais, non, on va garder ça pour plus tard. Bref, je reviens à mon processus principal. Donc ça, c'était établir à quoi on va jouer. On choisit les règles du jeu, le setting, blablabla. Rien de transcendant. Deuxième étape, créer les personnages, idéalement ensemble. Discuter des personnages que chacun veut jouer et identifier des rôles. Donc là, ça vient du bouquin, bien sûr, c'est un bouquin D&D 5e compatible, n'est-ce pas? Donc du coup, dégâts, tank, machin, genre toi tu seras le soigneur, blablabla. Bon, ça nous intéresse pas forcément. Ça peut être les classes, ça peut être... vas-y, moi j'ai plutôt envie d'être un négociateur, toi tu seras plutôt le mec qui infiltre, toi le guerrier, j'en sais rien, quoi. Bon. C'est pas très important. Ensuite, on crée les objectifs des PJ ensemble. Donc ça va être assez important. On aura un truc un peu plus détaillé juste après. On va créer les objectifs des PJ ensemble. On va ensuite comparer les objectifs des différents PJ et identifier les raisons qui poussent les PJ à collaborer dans leurs premières aventures. Donc ça, c'est assez important. Il faut que les PJ aient une raison d'être ensemble
dès le début pour pouvoir jouer cette proactivité. Parce que sinon, voilà, on risque de se retrouver dans le truc de... chacun crée des objectifs, on choisit une sorte de scène où ils se retrouvent tous, et là, on galère à être ensemble. Non, là, dès la préparation, on se demande qu'est-ce qui va faire que, au début en tout cas, on va collaborer. On va essayer de trouver parmi nos objectifs des objectifs qui sont reliés pour créer un point de départ. Donc, rien de transcendant, hein, mais c'est important pour pouvoir jouer comme ça. Ce qui est important dans leurs premières aventures, c'est aussi de se dire qu'il y a un truc que moi j'avais dit à mes joueurs de la Shadow March qui s'avère toujours vrai, c'est que lorsqu'on considère que notre personnage, on voit plus trop de raisons qui restent dans le groupe, etc., et ben on peut changer de personnage et faire un nouveau personnage avec d'autres objectifs. Parce que on n'a pas surinvesti sur des intrigues et des secrets, etc., sur le fait qu'il y ait, je sais pas moi, l'élu de la prophétie, etc. On n'a pas surinvesti sur le fait que toute l'intrigue de la campagne est construite autour des personnages et ils doivent la découvrir. Non, le but de notre jeu, c'est qu'on ait des personnages qui ont envie de remplir des objectifs et qui essayent de les remplir, et on voit s'ils ratent ou ils réussissent. Donc si j'ai plus l'idée d'objectif pour mon personnage, que je considère que c'est bon pour lui, je fais un nouveau perso, ou je quitte la campagne, peu importe. Ça peut éventuellement créer du conflit entre PJ, parce qu'on a des raisons de collaborer, qu'à certains moments, on va avoir des raisons de se taper dessus. Et donc ça n'exclut pas le PVP, c'est juste au début. Bref. Ensuite, troisième étape, conceptualiser les premières rencontres. Donc ça, forcément, c'est du vocabulaire D&D, cette idée de rencontre. Une fois qu'on a, créé nos personnages et établi un peu leurs objectifs de chacun, bien sûr, ces étapes peuvent un peu se chevaucher les unes les autres. On va essayer de conceptualiser les premières rencontres. Donc on va identifier des groupes d'objectifs qui fonctionnent bien ensemble. Par exemple, on décide que nos objectifs concernent un même lieu ou un même PNJ. Ou alors que nos objectifs s'opposent mais concernent un même truc. Par exemple, deux PJ qui veulent le même item. Ou on a des idéologies contraires, etc., etc. On essaie de trouver des liens entre tous nos objectifs. Et c'est notre but. On participe tous activement à ça. C'est pas au MJ de le faire. Le MJ, il coordonne un peu le truc, mais les PJ doivent, en bonne foi, sans essayer de juste faire leur personnage avec leur objectif et leur arc narratif à eux, je sais pas quoi, ils doivent essayer de construire en commun, quitte à venir tweaker, modifier un petit peu leurs objectifs. C'est un travail en collaboration. On va discuter des premiers objectifs que les PJ voudraient poursuivre en pointant vers des groupes d'objectifs qu'on a identifiés et fixer la première session. On se dit, ok, machin, il veut aller jeter l'anneau au Mordor, on a compris. Bidule, il veut redevenir le roi du Gondor et reprendre sa place à Minas Tirith. Et du coup, c'est la même route que le Mordor, par exemple. Et Truc, il veut prendre l'anneau et le donner à son père, l'intendant du Gondor, qui se trouve à Minas Tirith. Bon, bah, on a un groupe d'objectifs qui fonctionne bien. On va décider que le début de notre campagne, ça va être de jouer ça. Et que donc, quand on va commencer, peu importe la manière dont on commence, in media res, machin, ou avec quelques flashbacks et tout, bref, notre point de chute, là, le moment où on va commencer à jouer pour voir ce qui va se passer, ça va être le moment où on décide tous d'aller transporter l'anneau en direction du Mordor et donc potentiellement passer par Minas Tirith. On a un voyage en commun, etc. On va jouer ça pour commencer. Parce qu'encore une fois, nos objectifs peuvent évoluer. En se basant sur les objectifs que les joueurs vont poursuivre en premier, là, le MJ va pouvoir réfléchir aux obstacles qui se dressent sur leur chemin, et on nous conseille de penser grand et vague d'abord. Ensuite, voilà, admettons session 0 et terminado et tout, on a fixé une date, tout ça. Et ben, le MJ, il peut commencer à se dire, ok, il faut que je détaille les premières rencontres, les premiers obstacles. C'est quoi l'opposition? Qui la dirige? Où se trouve l'opposition? Quelle est la puissance de l'opposition, etc. Rien de transcendant ici. Par contre, un truc qui est important de garder à l'esprit, c'est de rester général, penser court, moyen terme. Si je commence tout de suite à essayer de capitaliser à fond, genre sur des intrigues hyper lointaines et tout, peut-être que je risque, sans m'en rendre compte, de rebasculer dans un mode de jeu. J'essaie de tirer les joueurs par le bout du nez, que je déteste. Donc, si je pense court, moyen terme, j'ai moins de chances de faire ça. Si je me dis, les PJ, ils partent de Foncombe pour aller vers le Mordor, je peux me dire, ok, le premier truc qui va être galère, ça va être de traverser telle région. Qu'est-ce qui va les faire galérer à traverser telle région? Quels différents chemins ils pourraient essayer de suivre pour traverser cette région? Quel genre de gens ils pourraient rencontrer dans cette région? Je ne dois pas penser, par exemple, à qui va les trahir et essayer de leur voler l'anneau dans 8 sessions quand ils seront à Minas Tirith et je vais commencer à placer un mec pour faire du foreshadowing de ça, etc., etc. C'est pas ça l'objectif. Je pense court terme, moyen terme, ce qu'on va jouer à la séance prochaine. Je pourrais éventuellement, au cours de ma prep, ça ne m'en empêche pas, commencer à penser à ce que c'est Minas Tirith. C'est pas gênant. Commencer à imaginer Minas Tirith, qu'on verra sûrement dans 5-6 sessions,
faire du world building en fait. Et par contre, mon objectif n'est pas d'essayer en fait d'anticiper tout ce qu'ils vont faire, parce que ça tombe, leurs objectifs vont changer encore une fois. Si je commence à m'imaginer le monde plus largement, c'est pour augmenter mon immersion en tant que MJ dans ce monde et pouvoir mieux le décrire, mieux le faire réagir aussi, et potentiellement faire, j'ai pas envie de dire foreshadowing, bah, c'est le meilleur terme que j'ai, malheureusement. Je vais dire une sorte de foreshadowing, par exemple, je trouve une carte de Minas Tirith, et comme ça, quand j'arrive à Minas Tirith, je suis en mode, j'ai déjà la carte, et genre, ça augmente à fond mon sentiment d'immersion, parce que je me dis, waouh, c'est la carte que j'ai eue à la session 1, et là, j'arrive enfin dans cet endroit, et je me rends compte que, ouais, bah, j'en ai la carte, et que c'était prêt depuis longtemps, et ça augmente mon sentiment d'immersion et la crédibilité de l'univers, vous voyez. C'est pas vraiment du foreshadowing en mode, je montre un événement futur, c'est je montre que le monde est plus grand que la session qu'on est en train de jouer. Je sais pas comment appeler ça, mais bref. Et voilà, c'est pour ça que je dis on peut faire autant de prep qu'on le souhaite en soi, mais on ne devrait pas prévoir les actions, etc. pendant. Sinon, en fait, c'est le truc à faire, avoir des dissonances cognitives et à faire un burn-out. Ensuite, on joue. Donc, première session. Et ensuite, dernière étape, on fait la compta post-game. Une fois que la partie est finie, en se basant sur le résultat des rencontres qui ont eu lieu, des événements qui ont eu lieu pour la partie, les victoires, par exemple, les objectifs qui ont été remplis, les défaites, les objectifs qu'on n'a pas pu remplir, le coût de chacune de ces choses. On a gagné, mais on a perdu tel objet, on a perdu tel PNJ, je suis blessé, je suis malade, j'ai une blessure qui s'infecte, on a pu un rond, j'en sais rien. En se basant sur le résultat de tout ça, on va demander aux joueurs de réexaminer leurs objectifs, tout simplement. Est-ce que vos objectifs changent à ce moment-là? L'anneau a été volé par les méchants, et ces méchants sont partis à l'ouest avec l'anneau. Et notre pote PNJ, il a été capturé par les méchants, mais lui, il a été emmené à l'est. Est-ce qu'on essaye, notre nouvel objectif, c'est de récupérer l'anneau chez les méchants, ou est-ce que c'est d'aller sauver machin? Pour la prochaine session, on essaye un peu de se projeter. Et si des objectifs ont été atteints, les PJ doivent s'en fixer de nouveau. C'est toujours leur responsabilité. Ça, c'est le truc le plus important à retenir, c'est que c'est les PJ qui ont la responsabilité de se fixer des objectifs, et pas le MJ qui a la responsabilité de contraindre tellement fort les PJ avec l'univers que finalement le seul choix raisonnable ou le seul choix intéressant, logique ou qui nous permettrait de survivre, tout simplement, parce que des fois on est dans des mondes tellement durs qu'en fait on peut très facilement diriger les PJ juste en leur mettant des méga menaces partout, et donc du coup ils sont en mode tout le temps en train de fuir, enfin bref. Les PJ ont la responsabilité de se fixer des objectifs. Organiquement, ça je crois que c'est moi qui ai amené cette énorme organiquement. C'était pas comme ça dans le bouquin. Organiquement, ce qui a été joué peut inspirer de nouveaux objectifs. Cela devrait être encouragé. Ça, c'est ma manière de dire je peux, justement, grâce à un world building un peu sympa, préparer des trucs qui ne sont pas directement liés aux objectifs des PJ, des trucs qui n'ont rien à voir dans le monde et tout, des rumeurs, des machins. Et à partir de ces rumeurs, à partir de ces trucs, on va dire, qui sont juste là pour faire vivre le monde, peut-être que mes joueurs, en fait, ils vont réévaluer leurs objectifs aussi. Par exemple, mon joueur, il est convaincu. Au début, son objectif, c'est mon personnage, il veut devenir un chevalier. Je dis n'importe quoi. Donc, on dit, ok, début de campagne, le but, c'est vous allez tous au tournoi des chevaliers de la ville de machin chose, et machin, il va essayer de trouver un mentor, devenir écuyer d'un chevalier. Et sur la route, il entend les rumeurs, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, qu'il y a une école de magiciens, tu vois. Et là, le joueur, il se dit, attends, mais mon perso, en fait, maintenant qu'il apprend qu'il y a une école de magiciens, il se dit, je veux devenir un magicien. Et voilà, c'est aussi bête que ça, en fait. C'est traquer l'évolution en coulisses des factions, des lieux et des PNJ. Donc ça, c'est assez important aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, le but, c'est pas juste de faire du fan service. Moi, j'ai envie que mes PJ soient dans un bac à sable, qu'il y ait des trucs qui ne dépendent pas d'eux, que s'ils ignorent des menaces, s'ils ignorent des trucs, le monde évolue en fonction de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas. Et donc du coup, en tant que MJ, une de mes tâches, c'est de créer un monde un peu plus grand que les objectifs des PJ et de faire avancer finalement le calendrier, quoi. Et donc du coup, une fois que je suis arrivé à cette étape, paf, je remonte jusqu'à l'étape 3. Avant la session suivante, je vais essayer de revoir un peu les groupes d'objectifs des PJ, les différentes choses qu'ils essayent de faire, leur demander ce qu'ils veulent faire, en se basant sur l'objectif qu'ils vont poursuivre à la prochaine session. Je redétaille l'opposition, etc. Sachant que normalement, au bout d'un moment, je vais avoir plusieurs factions, plusieurs trucs. Donc en fait, j'ai pas besoin de. C'est pas aussi difficile la deuxième fois que la première, et c'est de moins en moins difficile, d'une certaine façon, parce que le monde gagne en épaisseur, etc. On joue, et je refais la compta à la fin des conséquences, et on joue, et paf, paf, et on fait ça en boucle. Ok, donc ça, grosso modo, c'est ma feuille de route. En gardant ça à l'esprit, sachant que c'est pas un truc
hyper rigide. Hein. Je n'ai pas besoin en permanence de me rappeler de mes objectifs et tout, parce que je les ai écrits quelque part. C'est l'objectif d'avoir une sorte de modèle mental. Et si vous partagez ça à vos PJ, ils vont comprendre comment on joue. C'est un peu comme les principes qu'on peut avoir dans un jeu Powered by the Apocalypse, par exemple. Ça, c'est un des gros points forts des jeux Powered by the Apocalypse. C'est que même si des fois c'est un peu velu et tout, ils savent expliquer c'est quoi le but du jeu, en fait. C'est quoi ce qu'on va faire. C'est aussi assez bien fait dans les jeux OSR. Il y a beaucoup de jeux de rôle qui font moins bien ça, je trouve. Mais en tout cas, voilà, on peut s'inspirer des jeux qui arrivent, je dirais, à bien établir le principe de ce qu'on va faire pour créer nos propres modèles et les partager et que tout le monde autour de la table soit sur la même longueur d'onde. Ok, ça c'est le setup. Maintenant, comment créer de bons objectifs? Chaque personnage devrait avoir plusieurs objectifs. Il devrait penser à des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Ces objectifs devraient pouvoir être accomplis. L'échec de l'objectif devrait avoir des conséquences et l'objectif devrait être fun à poursuivre. Donc on va reprendre ces choses-là une par une. Sachant que on n'est pas obligé d'avoir des objectifs parfaits. Encore une fois, on peut les réévaluer en jeu, etc., etc. Mais avoir ces trucs-là en tête, ça va nous aider. Donc ça aussi, ça vient du bouquin là dont je vous parlais. Donc chaque personnage devrait avoir plusieurs objectifs. Ça, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Je pense que c'est important. Ça permet d'avoir, entre guillemets, la souplesse nécessaire pour justement que nos PJ ce soient pas des monomaniaques qui, dès lors qu'on va plus faire le truc qu'ils voulaient faire, n'ont plus aucune raison de rester dans le groupe. C'est-à-dire que si mon personnage, il veut un jour voir la mer, par exemple, parce qu'il n'a jamais vu la mer, écrire un livre sur ses aventures, le publier afin de devenir, je sais pas moi, le plus grand romancier de son temps, et qu'il veut obtenir une place à la cour d'un noble affluent, genre un duc, c'est bien, parce qu'il a plein de choses à faire. Et donc, il va à la fois pouvoir dire oui quand on va décider de poursuivre l'objectif de machin qui veut faire des aventures, parce qu'il se dit, ok, je vais pouvoir écrire des trucs sur cette aventure, et ça va me faire avancer sur cet objectif-là. Il peut dire oui quand on décide d'aller sauver le PNJ ami de PJ numéro 3 qui s'est fait capturer par des pirates, parce qu'il se dit, ok, je vais pouvoir voir la mer. Et il peut dire oui à machin quand machin il veut rassembler une troupe pour aller affronter le baron Bidule dans l'objectif un jour de reprendre son titre de duc parce qu'il se dit comme ça je pourrais être courtisan à la cour du futur duc Bidule. Donc vous avez compris le truc. Si mon personnage, en gros, son seul objectif, c'est par exemple de retrouver un parent perdu qui a été emmené vers le sud et que le groupe décide d'aller au nord, et que tous les autres objectifs des autres, c'est le nord, ça va être compliqué pour lui de trouver une attache qui va lui permettre de rester dans le groupe. En ayant plusieurs objectifs, on gagne tous en souplesse, on augmente aussi la complexité de notre personnage, ça le rend finalement un petit peu plus intéressant, je pense. Et en plus, ça fait que quand on aura accompli un de nos objectifs, il nous en restera d'autres. Donc même si on pourra se créer de nouveaux objectifs, on n'aura pas l'impression qu'en gros, le rôle de notre personnage, il va arriver en fin de vie dès qu'il aura accompli son seul objectif. C'est souvent ça le truc, c'est qu'on dit ouais, le personnage devrait avoir un objectif dans son background et tout, d'ailleurs on reparlera du background à la fin, auquel j'ai retrouvé une place plus satisfaisante pour moi. Quand notre personnage il a un seul objectif, il y a un peu ce truc de ça signe la fin de la campagne quand ce personnage a atteint son objectif. Et donc, du coup, souvent, ce que ça fait en réaction, c'est que le MJ, parfois, il va se retrouver à essayer de faire converger tous les objectifs des PJ vers son intrigue. Et on sent... C'est poussif, quoi. C'est poussif de fou. Et on a vraiment trop l'impression qu'on sait ce qui va se passer, quoi. On sait qu'en fait, si on suit l'intrigue du MJ qu'il a prévu et qui rassemble nos objectifs individuels à chacun, et ben machin il va potentiellement devenir duc, bidule il va potentiellement devenir truc, et chose il va potentiellement réussir son objectif, et comme par hasard l'histoire elle nous permet de tous accomplir notre objectif et d'avoir notre arc narratif, et ça ne va pas avec le mode de jeu dont on est en train de parler qui se veut bac à sable proactif. Ensuite on a court terme, moyen terme, long terme. Si j'ai que des objectifs à court terme, je risque potentiellement d'arriver vite à épuisement de mon personnage. Ce qui est pas grave, en fait. Je trouve que ça, à la limite, c'est un des moins graves parce que potentiellement, je peux créer un nouveau personnage, encore une fois. En gros, je vois pas beaucoup plus loin que le bout de mon nez. Genre, mon personnage, il veut, je sais pas moi, alors qu'on n'a pas prévu de jouer une campagne urbaine ou axée sur un village, etc. Mon personnage, il veut juste faire tomber le maire de sa ville, alors que sa ville, c'est juste un petit point dans l'univers dans lequel on estime qu'on va jouer. Ça peut manquer un petit peu d'ambition, un petit peu d'échelle. En fait, si on arrive à faire des trucs à différentes échelles, par exemple, à avoir un grand objectif à long terme, une sorte de passion à moyen terme dans laquelle notre personnage il veut ultra s'accomplir, et ensuite plusieurs petits objectifs à court terme qui permettent d'avancer vers cet objectif à moyen terme et cet objectif à long terme, pareil, on commence à avoir plus de grains à moudre en fait. L'objectif devrait pouvoir être accompli.
Donc ça, en vrai, je pense que c'est très puissant, ces deux-là. L'échec de l'objectif devrait avoir des conséquences et l'objectif devrait pouvoir être accompli. C'est très puissant, mais c'est pas toujours le plus évident. Je sais pas, des fois, en première instance, on va pas tout de suite trouver ce qui va être intéressant là-dedans, mais on devrait y songer, quoi, en tant que joueur, en tant que MJ, tout ça. En fait, l'objectif doit pouvoir être accompli, ça nous permet d'éviter un objectif très flou. Genre, par exemple, je veux devenir plus fort. Je veux devenir plus fort, pour moi, c'est presque une sorte de motivation. C'est une sorte d'objectif méga long terme, mais où on va pas trop savoir quand est-ce qu'il s'arrête, quand est-ce que je l'accomplis. Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Et du coup, en tant qu'objectif, j'aime pas trop ça, mais je vais trouver une place dans le background plus tard, on y reviendra. Idéalement, ce serait bien d'avoir des objectifs qu'on peut accomplir, en gros, qui ont une condition de réussite identifiée, mesurable plus ou moins. Mon objectif, c'est pas je veux protéger ma famille. Mon objectif, c'est je veux éliminer la bande de brigands qui menace la région. Et donc, par extension, ma famille. En fait, protéger ma famille, c'est ma motivation. Mais mon personnage veut faire un truc bien précis et c'est ça qui va lui permettre d'être proactif. Parce que s'il veut juste protéger sa famille, c'est pas proactif, c'est réactif. Et ça lui donne pas une direction. C'est-à-dire que il va réagir à chaque fois que sa famille va être en danger. Et l'échec de l'objectif devrait avoir des conséquences. Genre, par exemple, je vais essayer d'arrêter les bandits qui menacent la région. Si je n'y parviens pas, peut-être que ma famille va tomber. Ça, c'est pas mal. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure du gars qui veut écrire un journal pour être le type le plus connu et tout, on sait pas trop ce que ça pourrait être les conséquences, comme ça, a priori, s'il échoue. Mais je pense que si, par exemple, on dit, si mon personnage, lorsqu'il publiera son livre d'aventure, il fait un bid, un flop, alors il risque de tomber en grande dépression et d'être ruined. Donc en gros, ça va avoir des conséquences sur ses émotions, ça va changer le personnage. Si on y réfléchit un petit peu comme ça peut retrouver de son sens et améliorer, entre guillemets, l'objectif et rendre intéressant, en fait, l'échec de l'objectif. C'est ça le truc. Enfin, l'objectif devait être fun à se poursuivre. Bon, bah ouais. En fait, je pense que ça, bon, c'était dans le bouquin, je sais plus trop ce que ça voulait dire, honnêtement. J'ai un peu la flemme d'aller le relire. Moi, ce que je me dis, en fait, en voyant ça, c'est que l'objectif devrait être fun à poursuivre, c'est un peu un truc de bon sens et que c'est une sorte de garde-fou. Je crois que dans les exemples, il y avait genre, mon objectif c'est de voler tous les objets magiques du groupe à chaque fois qu'ils en ont, trollolol, c'est relou. Si l'objectif c'est de tuer le personnage de machin, c'est relou. En fait, c'est ça. L'objectif devrait être fun à poursuivre pour tout le monde, quoi. Genre, ça devrait être un truc un peu qui emballe tout le monde. C'est-à-dire qu'aussi, si on a tous décidé de jouer des courtisans de la cour d'un château, qu'on veut jouer un peu à un château, etc., et qu'on a des objectifs politiques, j'en sais rien. Si l'objectif d'un des joueurs, c'est de partir à l'autre bout du monde, ça ne va pas être fun. Donc, en fait, ça, c'est le truc un peu indéfinissable de ne faites pas un objectif qui pourrit la game des autres, quoi. Voilà. Donc maintenant, les coulisses. Et là, comme vous pouvez le voir, ça commence un peu à être... Ah non, attendez. Avant d'aller voir les coulisses, il faut que je vous montre un petit truc. Voilà. Dans le bouquin, si jamais, il y a des petits exemples d'objectifs. Donc par exemple, ça, c'est des objectifs. Une table aléatoire, par exemple. Gagner le cœur d'une certaine personne. Découvrir la vraie identité d'une personne importante. Retourner dans Mater Natale. Tuer un puissant monstre. Défendre un groupe de villes contre une attaque imminente, etc., etc. Ça, c'est des objectifs. Donc bien sûr, des placeholders. Je pense que en soi, écrire sur ma fiche, mon objectif c'est de tuer un puissant monstre, c'est moins intéressant que de dire tuer le puissant monstre qui a été aperçu dans telle ville qu'on appelle le glouton. Ou c'est moins intéressant que de dire tuer un puissant monstre, ramener sa tête à la guilde des chasseurs de monstres à Kermoren, des Witchers, et montrer que je peux rejoindre la guilde. Vous voyez, ce sont des seeds, en fait, des inspirations. Et ensuite, ici, on a des raisons, vous voyez. Par exemple, découvrir la vraie identité d'une personne importante, ça pourrait être dû à un besoin pathologique d'être apprécié ou admiré. Et ça, ce n'est pas un objectif. Ça, c'est une motivation, on y reviendra après. Ensuite, là, on a des exemples de complications. Donc le bouquin, il nous donne des petits trucs comme ça, si nécessaire. Mais en vrai, il y a plein de ressources, de bouquins qui donnent des motivations, des objectifs, etc. Il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil, en l'occurrence. Le truc qui est intéressant, ici, c'est surtout cette partie qu'on vient de faire, je pense, sur être dans le bon état d'esprit. Ensuite, les coulisses. Donc là, j'ai mis ma sauce. Pour moi, dans ce cadre, c'est quoi le rôle du MJ? Le rôle du MJ, c'est de roleplay lui aussi de manière proactive. C'est-à-dire que le MJ, il est pas là, encore une fois, pour faire du fanservice. C'est pas parce que machin, il a dit « moi, je veux tuer ce monstre », c'est l'objectif de mon personnage. On décide qu'à la première session, notre but, ça va être de tuer ce monstre. C'est pas pour ça que le MJ, il doit
mettre le monstre direct, garantir que machin arrive à tuer le monstre et relier le monstre à son intrigue à lui de MJ, utiliser le monstre en fait comme un prétexte pour ramener les joueurs dans l'histoire que lui il a envie de raconter le MJ. Ce que fait le MJ, c'est qu'il joue aussi pour voir ce qui va se passer et il roleplay le monde en fait. Et son principal rôle aussi, c'est de ramener l'équilibre dans l'équation de qui contrôle le monde avec des circonstances. Le but, c'est pas juste de regarder les joueurs jouer leurs objectifs et de dire bravo, c'est super. Le truc rigolo du MJ ici, c'est toute cette histoire d'opposition, etc., etc. Et donc pour ça, en fait, il va créer des factions, créer des NPC, et donc dans le bouquin, ils en parlent un peu. Je dirais qu'il y a moins de choses à en tirer, en tout cas, ça m'a moins intéressé, ça m'a moins fait de déclic en me disant, mais oui, c'est clair. Mais j'ai noté quelques trucs quand même. Par exemple, il va créer des factions, donc il va leur donner une identité, une sphère d'action, genre la région dans laquelle elle opère, une idéologie. Et je dirais qu'un truc un peu important, par contre, c'est ça. C'est se dire, voilà, ma faction, et ça, c'est pas nouveau pour moi, c'est ce que je faisais dans la Shadow March. J'ai essayé d'estimer la puissance de la faction, les objectifs de la faction, et de mettre des horloges un petit peu sur ces objectifs. Je pense que mon problème dans Shadow Dark, c'est que j'avais tellement créé beaucoup de monde qui va au-delà des PJ, que c'était très difficile de traquer tout ça. Donc en rationalisant un peu le truc et en se disant, la priorité, c'est les trucs qui vont être joués à la prochaine session et les trucs qui ont déjà été activés, n'active pas tout d'un coup, je pourrais mieux investir mon énergie. Et donc en déterminant bien la puissance et les objectifs de la faction et en mettant des horloges, savoir à chaque session si elle avance sur ses objectifs, cette faction, je vais la rendre vivante et aussi je vais en faire un adversaire palpable. C'est-à-dire que non seulement cet adversaire, il agit quand les PJ ne font rien, donc ce n'est plus juste l'histoire des PJ, il y a un monde autour, et aussi en déterminant vraiment un peu la puissance, avoir une idée globalement de la puissance, par exemple si on parlait en termes de D&D, choisir un petit peu, ouais, le chef de cette faction-là, ce sera, je sais pas moi, un chevalier niveau 6, je suis pas obligé de créer tout son profil de chevalier niveau 6 tant que je pense que les PJ vont pas le rencontrer, entre guillemets, ce que je fais, c'est que je vais pouvoir être honnête avec ma préparation et proposer un challenge concret pour battre le chef de cette faction. Il va effectivement falloir réussir à négocier ou battre en combat ou capturer ou je sais pas quoi un chevalier niveau 6 qui a des stats et qui propose un challenge précis. Ça m'enlève du contrôle en tant que MJ de c'est moi qui décide quand vous gagnez et là je te donne ta petite scène que tu voulais. Ah et là, ah non, j'avais trop envie que ce méchant il revienne plus tard donc je le sauve. MDR. Et du coup c'est plus du tout drôle de poursuivre les objectifs en fait. Enfin genre, enfin moi ça me nique le truc. Se dire par exemple, cette faction elle a une, c'est pas moi, c'est des trucs tout cons. Elle a une centaine de membres qui travaillent un peu partout sur le territoire, le déterminer à l'avance. Bah, ça me permet de me dire, ah bah probablement quand ils vont croiser des gens de cette faction, ils vont les croiser par un ou deux. A priori, ces gens-là, ils ont telle puissance, tel moyen d'agir, etc. Et donc, mes PJ font face à un challenge concret qu'ils peuvent aborder de toutes les manières qu'ils veulent, et les règles vont nous permettre de voir ce qui va se passer, en fait, quand ils vont rencontrer ce challenge. Je suis pas obligé de, tout de suite, choisir par avance comment va se dérouler la scène, et de mettre du plot armor, et d'abuser, en fait, de ce genre de trucs-là. Bien sûr, chacun gère comme il veut ces trucs-là. Et moi, j'aime bien cette idée qu'on joue avec une préparation qui est honnête vis-à-vis des règles et des joueurs. Pareil, on va avoir les PNJ qui sont déclinés en alliés, adversaires, patrons, et qui doivent encore une fois avoir des objectifs. En fait, vraiment, l'objectif, c'est le cœur de tout ce public. Donc, avec ces factions, ces PNJ, ces lieux, etc., qui ont leurs propres objectifs, tout ça, bah, en fait, en tant que MJ, je n'ai plus qu'à roleplay. Les PJ jouent, ils essaient de poursuivre leurs objectifs, ils rencontrent des trucs du monde. Ça change pas par rapport à un bac à sable en mode Shadow March. Et moi, je joue les trucs en réaction. Et le seul truc qui change un petit peu, c'est que comme mes PJ ont bien fixé des objectifs au début, je vais pouvoir m'inspirer de leurs objectifs pour créer les factions et les PNJ qui vont créer l'opposition qui générera le conflit qui est au centre du jeu, tout comme les objectifs des PJ. Donc là, d'ailleurs, on a des petits exemples. Bah, je l'ai écrit là. En fait, il ne s'agit plus de faire découvrir l'intrigue aux PJ, mais de jouer les intrigues entre factions, de roleplay le monde. Et l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir s'inspirer des objectifs des factions obstacles, mais aussi des truths. Alors, je vais arrêter avec mes anglicismes, sinon l'Académie française va encore venir chialer. Mais aussi des vérités. La méthode de prep, en l'occurrence, n'a pas vraiment d'importance, à mon avis. C'est la manière de jouer qui compte. Peu importe que je décide de créer plein de trucs ou d'improviser un peu plus, etc. Ce qui compte, c'est que quand je joue avec honnêteté, que je laisse les dés trancher et que j'essaie pas d'attirer les PJ dans des directions et de les forcer dans des directions. Je roleplay le monde que j'ai préparé. Donc, on a des exemples pareils du bouquin, par exemple, pour avoir des exemples vraiment simples. Genre, par exemple, un objectif court terme d'un PJ, c'est de gagner une invitation
pour un événement d'une élite sociale, genre un mariage, un bal, privé, difficile d'accès. Donc ça, c'est un des objectifs d'un de mes PJ. Bah moi, ce que je peux me dire, c'est que comme je sais que mon PJ il a cet objectif-là, un truc que je pourrais créer d'intéressant quelque part, et pas que forcément je vais le forcer. Le but, c'est pas de créer un truc directement en réponse. C'est de penser à différents moyens, différents trucs que le PJ pourra activer. Je peux me dire, ah bah, pour ça, ma faction de la guilde des architectes, elle pourrait très bien avoir besoin de découvrir des secrets à propos d'un de ses rivaux. Et donc, du coup, si mon PJ bah, il décide d'aller à la rencontre de ce patron pour lui demander est-ce que vous pourriez essayer de me faire inviter à la teuf, le patron il pourra dire ok je veux bien, mais du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez essayer d'enquêter sur mon rival. Et c'est pas action-réaction, c'est pas genre le PJ veut une invitation, boum, je crée une faction pour lui donner l'invitation. C'est comme je sais qu'à la prochaine séance mes PJ ils vont chercher un moyen d'avoir une invitation, il va falloir que je réfléchisse à comment est-ce qu'on pourrait infiltrer cet endroit sans invitation, quelle faction pourrait produire une invitation. Je peux penser à plusieurs factions pour toujours jouer pour voir ce qui va se passer. Peut-être que mon PJ va aller demander à cette faction, peut-être que mon PJ va aller demander à cette autre faction, etc., etc. Mais en gros, voilà, avec les objectifs, ça m'inspire pour venir garnir d'autres trucs, quoi. Tout ça pour dire que, au final, ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont les conflits, n'est-ce pas? Bon, ça change rien. En fait, dans toutes les histoires, c'est les conflits qui nous intéressent. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir un système compréhensible, où l'échec fait partie entièrement du jeu. On joue pour voir ce qu'il va se passer. C'est différent de sauver le monde et découvrir l'intrigue. Quand les objectifs sont au centre, ce qui est intéressant, c'est de voir si on parvient ou pas à les atteindre et de réévaluer nos objectifs au jour le jour. Cela nécessite de laisser parler les dés et d'être honnête sur sa préparation. C'est ce que je disais avant. Alors que quand je suis dans un paradigme, je veux faire découvrir une histoire. Je veux que mes PJ comprennent l'intrigue. Je veux que mes PJ sauvent le monde. Le fait que mes PJ, alors que je leur demande de jouer en réaction, par exemple, j'attaque leur monde et eux, ils essayent de se défendre, ils perdent, c'est hyper pas satisfaisant. C'est hyper pas satisfaisant parce que notre idée, c'était de jouer des mecs qui sauvent le monde. On avait déjà un narratif en tête. On était déjà en mode, mais oui, c'est les héros, ils vont sauver le monde. Et donc, forcément, à chaque fois qu'il y a un combat, une scène un peu où on se dit, oula, s'il meurt maintenant, ce serait bizarre. Ah, on est en mode, ah, les règles, là, ça m'embête. Peut-être que je vais tricher, peut-être que je vais machin. Ou peut-être que je vais aller chercher un système de jeu où je contrôle beaucoup plus la réussite ou l'échec de mes PJ. Ou alors peut-être que je décide tout finalement. Parce que ça casse complètement la sorte de narratif que j'avais en tête du héros en réaction qui essaye de sauver le monde. C'est pareil avec les intrigues. Et d'ailleurs, il y a dans la philosophie des jeux à mystère, etc., des jeux dont les mécaniques sont conçues justement pour que les PJ ne puissent pas vraiment échouer. Par exemple, on dit souvent dans les jeux d'enquête, les PJ ne doivent pas rater les indices parce que le but de l'expérience, c'est qu'à la fin de la séance, ils aient compris ce qui se passe et qu'ils résolvent l'enquête et que voilà. Et donc, effectivement, à ce moment-là, faire des jets de compétences et tout, ça devient un peu relou et on leur donne juste les indices. Et en fait, ce n'est pas du tout la philosophie d'un jeu proactif. Dans un jeu proactif, l'intérêt, c'est que les PJ se fixent des objectifs et ensuite ils essayent d'outrepasser les challenges pour accomplir leurs objectifs. Donc il n'y a pas d'attente de résultat à la fin en mode ils auront sauvé le monde ou ils auront découvert toutes les intrigues de l'univers. Nos seules attentes, c'est que les PJ agissent et qu'on voit ce qui se passe. Et à ce moment-là, avoir un système compréhensible par tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on doit le maîtriser à la perfection. Il n'y a pas d'ailleurs de jugement sur la complexité ou pas de ce système a priori, je dirais. Il faut juste que ce soit extrêmement compréhensible, qu'à chaque GD, on sache ce qui va se passer et que le GD nous donne les conséquences. Si le MJ, après chaque GD, a une sorte de forme d'interprétation un petit peu vague des conséquences, plus on est dans ça, plus ça peut devenir un petit peu frustrant parce qu'on va, en tant que PJ, alors qu'on essaie d'accomplir nos objectifs et de surmonter les challenges, avoir l'impression qu'en fait, le fait qu'on réussisse ou pas à surmonter ces challenges, c'est entre les mains du MJ. C'est pour ça que pour moi, un système qui va pouvoir prendre en compte quand même pas mal de situations et de manière assez tranchée, genre un système de combat où on peut vraiment mourir ou subir des blessures, un système de négociation où nos jets de dés, plutôt que juste notre roleplay, va nous permettre, grâce aux compétences de notre personnage, de convaincre X, de faire Y, etc. Ça va devenir cool et ça va produire le jeu qu'on recherche dans cet accomplissement d'objectifs et on va se sentir vraiment impliqué, quoi. Voilà. Je termine avec les backgrounds parce que du coup, ça m'a permis de remettre une meilleure place aux backgrounds. Déjà, j'ai fait beaucoup de vidéos récemment où j'étais en mode les backgrounds, ça me saoule, on n'en a pas besoin, etc., etc. En fait, moi, ça n'a pas changé. J'ai le sentiment qu'il y a pas mal de jeux où je me dis mon background, il m'embête plus qu'autre chose. En fait, le background, il a un véritable intérêt. Et là où moi, j'ai essayé de le kick, c'est parce que je trouvais que souvent, le background, justement, c'était un obstacle. Là, maintenant qu'on va créer des objectifs pour être proactif,
le background ne devient plus un obstacle parce que les objectifs, ils sont plus importants que le background. C'est le cœur de notre philosophie. Le background, c'est un autre truc. C'est un autre truc qui vient en plus et qui a ses propres objectifs. Donc ça, ça je l'ai ajouté. C'est pas dans le livre non plus, je pense pas. Donc déjà, le background, ça permet d'informer le roleplay. Pour ceux qui peuvent avoir du mal pour ça, et même moi, j'avoue, en début de partie, si j'ai pas de background, mon personnage il est un peu vague. Je sais pas trop ce qu'il ferait, et du coup je joue plus en tant que joueur. Pour l'instant, c'est un avatar et je le vois se construire au fur et à mesure. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais si on a envie dès le début, plus ou moins, d'avoir une idée un peu de comment interpréter notre personnage, etc., le background va pouvoir informer le roleplay. Ça va nous dire comment on va décrire les actions de nos personnages, comment notre personnage va penser, quel genre de... Voilà, ça nous aide à nous mettre dans la peau de notre personnage. Ça, c'est une chose. Ensuite, ça peut inspirer nos objectifs grâce tout simplement à qui on est, quoi. Alors, je veux dire, si j'ai un métier particulier, si j'ai des événements passés particuliers qui ont mis en mouvement mon personnage, ça peut en partie justifier mes objectifs. Donc, ça peut m'aider à augmenter la cohérence potentiellement de mon personnage si c'est quelque chose vraiment qui est très, 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 très important pour moi. Ensuite, ça peut inspirer le MJ, tout simplement le background. Le but, ce n'est pas de jouer le background. Par contre, si dans mon background, voilà, j'ai grandi au village de Shmiboul, et ben peut-être que le MJ, il va faire revenir un PNJ du village de Shmiboul. Mais c'est optionnel pour le MJ. Le but, ce n'est plus de dire ok, alors c'est quoi ton passé? Ok, et ben je vais créer toute une intrigue autour de ton passé. On crée des intrigues autour des objectifs des PJ, pas de leur passé. On peut s'inspirer du background, potentiellement, en partie. Mais ce n'est plus un dû, en fait. C'est plus le but du jeu. Le quatrième truc que je trouve intéressant, c'est les motivations et valeurs. En fait, en choisissant des motivations et des valeurs, ça peut m'aider plus facilement à recréer des objectifs ou à combler les trous au moment où je suis pas trop sûr de l'objectif de mon personnage. Si par exemple mon personnage il est motivé à fond par la justice, eh bien ça va être facile de me refaire des objectifs quand je vais voir des injustices et de me dire ah bah là mon personnage ouais son nouvel objectif c'est de faire ça. C'est comme quand on disait tout à l'heure qu'un objectif un peu faible c'était genre je veux devenir plus fort parce que c'est flou. On ne sait pas ce que ça veut dire devenir plus fort, c'est quand la fin et qu'est-ce qui se passe si je deviens pas plus fort, etc. etc. Au final, c'est un peu flou. Par contre, c'est une bonne motivation. Je veux devenir plus fort. Et du coup, pour devenir plus fort, ça va être quoi mes objectifs? Ça va peut-être être de trouver un mentor pour m'entraîner à faire X. De prouver ma force en battant tel monstre, de vaincre tel rival en duel, etc., etc. Ça, ce sont des objectifs concrets qui découlent des motivations et des valeurs de mon personnage. On va dire que ça, c'est un peu le terreau des objectifs, quoi. Et encore une fois, ça ne sert pas à rattacher les PJ à l'intrigue du MJ ou à remettre les PJ dans une position réactive dès le début en attaquant leur background. Si les PJ ils ont décidé que leur objectif c'était d'acheter l'anneau dans la montagne du dessin et qu'il y a un des joueurs qui avait décidé que son personnage il était amoureux de Gisèle au village de Hobbitbourg et que immédiatement au début, alors qu'on veut tous aller à la montagne du dessin, il y a MJ qui dit « Ah, Gisèle se fait attaquer ». On retombe dans nos vieux trucs, quoi. Et du coup, les règles garantissent le challenge. Combat, social, voyage, blabla, peu importe le crunch, les règles font le sel et servent à savoir si oui ou non on parvient à accomplir nos objectifs. Et ça nous renvoie à voir les autres mindsets. Mais bon, tout ça, je vous l'ai déjà fait. Ça nous ramène à nos différences et la boucle est bouclée. Normalement, tout ce schmilblick, il va vous permettre d'avoir une expérience un petit peu différente de ça. Si je dois découvrir le mystère du MJ, souvent, peu importe les objectifs que je me fixe, tiens, le mystère du MJ, à chaque fois, il est dans mon objectif et j'en ai marre parce que j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je retombe sur l'intrigue principale. Si il y a une méga grande menace qui va tout détruire, je sais pas quoi, mes petits objectifs secondaires, là, que je me suis fixé pour mon personnage, ils deviennent bien dérisoires face au fait de devoir sauver le monde et que je suis l'élu. Et donc, je pourrais pas vraiment jouer pour poursuivre mes objectifs. S'il n'y a pas vraiment de règles, qu'on est juste là, entre guillemets, pour faire un peu de l'impro, se mettre dans la peau de nos personnages, se renvoyer des petites tirades, tout ça, ça va être difficile d'estimer si oui ou non je parviens à accomplir mes objectifs, parce que ça va devenir un peu plus loose. Les règles vont être un peu vagues, floues, peut-être même inexistantes. Et si on essaie de créer une histoire ensemble en position d'auteur, encore une fois, on ne joue plus pour voir ce qui va se passer. Et on ne joue plus vraiment en se mettant dans la peau de nos personnages, essayer de résoudre et de confronter l'adversité et de régler les objectifs. On est en train juste de raconter l'histoire qu'on trouve idéale pour notre personnage. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère surtout qu'en fait... Je m'étire. J'espère surtout que ça clarifie un petit peu, autant pour vous que pour moi, tous les schmilblick que j'ai pu
sur lesquels je réfléchissais récemment. Moi, mon espoir, c'est que ça va me remettre un petit peu sur une bonne campagne, parce que là, j'ai fait pas mal de petits faux départs. Bon, après, vous avez aucune idée de la temporalité, parce qu'en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en ai déjà une de programmée, donc vous avez toujours tous les trucs en décalage, mais bref. Bref, voilà. Sachez que dans ma vie de rôliste, dans ma télé-réalité de rôliste, si on revient à un truc plus personnel, j'espère avoir enfin réussi à faire un truc qui est compréhensible pour que moi et les joueurs on s'aligne. Parce qu'en fait, le problème aussi, dans lequel j'étais, je me permets une petite ouverture, c'est que à force de ruminer comme ça et de pas réussir à vraiment établir le truc, j'avais l'impression qu'en fait c'était un problème toujours de joueurs, quoi. Que c'était les joueurs qui veulent toujours jouer à leur truc par défaut, etc., qui comprennent pas ce qu'on essaie de faire dans une partie de jeu de rôle, en fait. Et je me dis que là, maintenant que c'est bien mis en forme, ça me permet de sortir de ce mauvais état d'esprit finalement. Parce qu'en fait, quand on a vu, je sais pas moi, un actual play où les gens ils font que des blagounettes et ils sont là pour le fun, et puis à côté on a un jeu super complexe avec plein de règles qu'on comprend pas, et à côté on a un jeu où en fait le but du jeu c'est d'inventer une histoire, et à côté on a vu un actual play où en fait les gens ils font du roleplay, il y a quasiment pas de jet de dés, etc. Et qu'on nous dit viens on fait une partie de jeu de rôle, c'est normal que tout le monde arrive un peu avec un logiciel complètement différent. Je vois pas comment on pourrait s'attendre à autre chose. Pour moi, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je parlais de jeu de rôle par défaut, je me disais quand j'arrive à une table de jeu de rôle, je devrais reset ce que je sais un peu du jeu de rôle et me dire là je viens pour une expérience précise. J'avais fait une vidéo sur le jeu de rôle par défaut, et pour moi le jeu de rôle par défaut c'était je joue un personnage qui essaye d'accomplir ses objectifs et on voit s'il y arrive avec des règles. Là maintenant avec ce truc j'ai l'impression d'avoir un framework qui devrait aider à ce que ça se fasse. Et je pense que ça va aussi m'aider côté MJ. C'est pas seulement pour bien établir les attentes de la partie avec les joueurs. Ça m'aide aussi en tant que MJ à revoir un petit peu ma manière de préparer, où j'avais tendance à trop préparer, à trop injecter de complexité, à trop mettre des milliards de détails dans l'univers. Ce qui n'était pas gênant pour la partie en soi, je pense. Mais ce qui était surtout, en fait, comment expliquer, très coûteux. En fait, même si j'ai adoré le faire, j'avais plus envie de le faire, quoi. Parce que sinon j'ai l'impression qu'à chaque campagne, en fait, c'est moi qui me pète le crâne à créer un monde tellement complexe que je sais que les joueurs vont avoir plein de surprises et ne pas savoir où on va et jouer pour voir ce qui va se passer. Moi en fait j'essaie de forcer le fait que les joueurs jouent pour voir ce qui va se passer en créant un monde tellement complexe et en ne guidant pas la caméra pour se focus que sur une histoire particulière. Et bref. C'était un peu une sorte de manière de forcer un roleplay proactif en faisant une démonstration que l'univers est immense et que tu peux y faire ce que tu veux pour te convaincre de devenir proactif à travers le jeu. Je me dis, c'est beaucoup d'efforts pour atteindre cet objectif quand même. C'est beaucoup d'efforts. C'était aussi pour l'exploration, mais quand même, il y avait un peu de ça. Je pars dans tous les sens, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir soutenir évidemment sur Tipeee si vous aimez ce qui se fait sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.